Et nous sommes aujourd'hui avec Perrine Ternot, directrice de l'information à Public Sénat. Bonjour, bonsoir Perrine. Bonsoir Clémentine. Et Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir. Ravi de vous retrouver tous les deux sur le plateau du 64. Alors on commence par vos images politiques de la semaine. Perrine, quelle image avez-vous choisie ? J'ai choisi le blocage en fin de semaine de Sciences Po à Paris, avec le risque craint par le gouvernement et par un certain nombre d'universités d'une contagion américaine. On voit ce qui se passe aux États-Unis sur certains campus des côtes Est et des côtes Ouest surtout, donc avec des mobilisations pro-palestiniennes très fortes. Là, ce qui s'est passé cette semaine à Sciences Po, ce sont des blocages, des manifestations pro-palestiniennes. Depuis mercredi, il y a une évacuation de la police mercredi soir, reblocage, remanifestation jeudi, vendredi avec le soutien de la France Insoumise. Plusieurs députés LFI étaient présents sur place. La candidate LFI franco-palestinienne Rima Hassan était également sur place. Alors bien sûr, on a le droit de se mobiliser en faveur des Palestiniens pour Gaza. C'est compréhensible au vu de ce qui se passe actuellement à Gaza. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est le refus de certains de débattre. C'est pourtant ce qu'a proposé le directeur délégué provisoire de Sciences Po. Il y aura un débat qui va être organisé jeudi prochain et on espère que tous les partis, toutes les positions pourront se faire entendre, débattre ensemble. Voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, le Premier ministre Gabriel Attal a réagi à ces blocages palestiniens à Sciences Po. On l'écoute et on commente juste après. Et je salue notamment les forces de l'ordre qui sont intervenues pour éviter que des violences n'interviennent, puisqu'on a vu un moment un risque, y compris des violences entre les personnes interviennent. Pour le reste, je le dis, il y aura une vigilance absolue qui va se maintenir dans les jours, les semaines, les mois qui viennent sur le respect des valeurs de la République et de la loi. Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique à nos étudiants et à nos enseignants. Voilà, on vient d'entendre le terme d'idéologie outre-Atlantique. Richard, la crainte du scénario, d'un scénario à l'américaine de la part du gouvernement français, cette crainte, elle est justifiée ? Oui, elle est justifiée, mais pas parce que ça vient des États-Unis. Parce que le cas de la Palestine aujourd'hui est devenu emblématique pour toute une partie de la jeunesse, notamment de la jeunesse intellectuelle. Et c'est pas seulement vrai aux États-Unis, c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai dans d'autres campus européens. Dans une société mondialisée très marquée par les inégalités, les étudiants, beaucoup d'étudiants sont très attentifs à ces inégalités. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin quand même. Gaza devient le nouveau Vietnam, en référence aux protestations des années 60. Donc la difficulté, c'est que bien évidemment, embraye sur ce mouvement un antisémitisme qui augmente et l'action d'Israël dans les territoires contribue à augmenter cet antisémitisme et là il faut absolument lutter. De ce point de vue-là, le gouvernement a raison, mais la contagion, pour moi, ce n'est pas un phénomène américain qui se transporte en France. Il y a une colère de la jeunesse vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza et vis-à-vis de la manière dont le peuple palestinien est traité et il faut le reconnaître et c'est finalement normal parce que quand on a vu les images de Gaza, on peut comprendre cette émotion. Et vous le disiez, hein, Perrine, Jean-Luc Mélenchon a exprimé son soutien vis-à-vis des jeunes mobilisés. Il s'est exprimé aussi à Sciences Po Paris, justement, après l'annulation de sa conférence sur la Palestine à Lille. Comment le positionnement de Jean-Luc Mélenchon est-il perçu par les autres partis de gauche ? Alors ça fracture complètement la NUPES et la gauche. Si tous s'emploient à condamner ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, si tous les partis de gauche en France soutiennent la solution à deux États, Israël, Palestine, en revanche, il y a des mots qui sont employés par Jean-Luc Mélenchon et par la France insoumise qui fracturent complètement la gauche. Les mots de génocide, les mots d'apartheid en Israël. Pour l'instant, par exemple, quelqu'un comme Raphaël Glucksmann refuse d'employer le mot de génocide à Gaza. Il dit attendre que l'enquête qui est en cours de la part de l'ONU aboutisse et on sait que ça va prendre du temps, quelques années sans doute. Donc il y a des mots comme ça qui fracturent. C'est vrai qu'on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon considère qu'il y a là un réservoir électoral musulman et c'est pas tant les européennes qu'il vise mais il les enjambe. Il vise plutôt la présidentielle de 2027, donc une espèce de réserve électorale, un électorat musulman qu'il mobilise dès maintenant sur Gaza. Alors
que jusqu'à présent, la cause palestinienne n'a jamais vraiment été une cause employée par Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait quelques recherches, mais j'ai l'impression qu'il n'a même jamais été en Israël, Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'a jamais été sur place voir exactement ce qui se passe à Gaza, contrairement en revanche à d'autres députés de la NUPES et d'autres députés de la France insoumise. Donc jusque-là, ce n'était pas tellement une cause qu'il soutenait ardemment. Bah écoutez, s'il vient sur le plateau du 64, on lui demandera s'il s'est rendu en Israël. Une dernière question pour vous, Richard, à ce sujet. Comme le disait Perrine, c'est vrai qu'on a entendu dans ces blocages pro-palestiniens à Sciences Po ces termes d'État génocidaire, d'État apartheid en parlant d'Israël. Je vous pose la question, puisque vous étiez sur place, qu'est-ce que selon vous, ça nous dit finalement de ces futures élites françaises qui sont aujourd'hui des étudiants de Sciences Po? On a vu beaucoup d'étudiants commencer à l'extrême gauche et finir tout à fait à droite. Donc je crois que le futur et l'avenir de cette génération, il est un peu trop tôt pour le dire. Par contre, ce qui est certain, encore une fois, c'est que la cause palestinienne, c'est-à-dire l'oppression d'une population civile qui est prise dans un engrenage entre, d'une part, un mouvement politique qui a mené un assaut terroriste le 7 octobre, et d'autre part, un État démocratique, mais qui emploie à Gaza une force absolument disproportionnée, eh bien ça suscite de l'ébullition, ça suscite de la colère. Et encore une fois, cette colère, elle est justifiée, elle est compréhensible. Là où elle doit être combattue ou contrecarrée, c'est quand elle alimente l'antisémitisme. Mais il faut quand même, on peut condamner, surtout quand on est jeune, l'action d'Israël sans être antisémite, parce que sinon, on n'y arrive plus. Donc je crois que c'est là. Moi, j'étais là-bas. Regardez, je suis juive et pour la Palestine. Donc si ça reste sur ce terrain-là, eh bien, il faut le soutenir. Et bien naturellement, on passe à votre image de la semaine, Richard, qui me semble-t-il est un peu plus européenne. Alors j'ai volontairement choisi le contre-pied puisqu'il y a eu Emmanuel Macron, son discours sur l'Europe, on le voit, mais juste après, il y a eu Jordan Bardella qui a réagi. Et moi je voulais m'intéresser particulièrement à la réaction de Jordan Bardella, donc après les 2 heures du long discours d'Emmanuel Macron, qu'on appelle maintenant Sorbonne 2, on a vu un Jordan Bardella qui n'était pas du tout à la hauteur de son rôle d'opposant en chef sur l'Europe. Il a parlé 20 minutes, ensuite il a, devant les journalistes, donner la parole à sa communicante en disant elle vous répondra à ma place. Très franchement, je dirais qu'il y a un problème de niveau. Alors justement, on va voir tout de suite, on va écouter un extrait de l'allocution de Jordan Bardella et on décrypte tout cela juste après. Nous interdirons les aides européennes qui financent les délocalisations au sein du marché unique, qui fragilisent la confiance que les États membres se doivent pourtant entre eux. Et nous opposerons à tout nouvel élargissement de l'Union européenne, notamment aux Balkans, à la Turquie, à l'Ukraine, qui serait synonyme pour la France d'une dégradation de ses conditions de travail, une concurrence par le bas visant spécifiquement les salaires. Perrine, vous êtes d'accord avec ce que Richard vient de nous dire? Jordan Bardella, finalement, pas tant que ça à la hauteur sur les questions européennes? Oui, et puis surtout une espèce de ligne de fuite, puisqu'il n'a pas voulu répondre. Il convoque la presse pour une conférence de presse, un discours sur l'Europe qu'il avance. Sa conférence de presse pour présenter son programme européen devait avoir lieu la semaine dernière. Effectivement, il a décidé de l'avancer pour coller au discours d'Emmanuel Macron. Il convoque la presse, il parle effectivement pendant une demi-heure. Et puis après, il dit je laisse mon directeur de campagne répondre à vos questions, et il s'en va sans vouloir répondre aux journalistes. Et il se fait un peu le spécialiste de cette fuite en avant en ce moment, Jordan Bardella, en voulant échapper au débat dans le cadre de cette campagne des européennes, là, en ne voulant pas répondre aux journalistes lors de cette conférence de presse. Et donc c'est vrai que tout d'un coup on se dit mais ça manque un petit peu de fond, cette campagne. Alors bien sûr il caracole en tête des sondages, il est très haut, mais peut-être que ce manque de fond va commencer à le rattraper et qu'il va devoir se confronter d'une part aux autres candidats et puis d'autre part aux questions des journalistes tout simplement. Vous dites un manque de fond, mais en même temps, est-ce que c'est pas une stratégie qui s'avère payante, puisque aux dernières nouvelles, Jordan Bardella est toujours en tête des sondages? Alors elle s'avère payante jusque-là, au niveau des sondages. Parce que, bien évidemment, le Rassemblement national, au fond, capitalise sur 2 réservoirs. Le réservoir traditionnel des électeurs qui n'en veulent plus, qui ne veulent plus d'Europe ou qui sont en colère contre l'Europe, on pense aux agriculteurs, et le réservoir des électeurs anti-Macron qui ne veulent plus de Macron. Donc là, il va sans doute bénéficier d'un vote utile,
de ces deux camps. Par contre, moi je pense que la stratégie d'Emmanuel Macron, entre autres, avec ce discours, c'était de poser des questions fondamentales sur l'avenir de l'Europe, y compris sur la défense européenne, sur la concurrence avec les États-Unis et la Chine. Et ça va alimenter le débat. D'ailleurs, on le voit bien. Emmanuel Macron a réussi à relancer le débat sur l'Europe. Et il faut que Jordan Bardella, s'il est un leader politique appelé à exercer de hautes fonctions dans le pays, il faut qu'il soit capable de répondre à ces questions autrement qu'en disant « on sera contre ». Parce qu'on ne peut pas être contre la volonté de rivaliser avec les États-Unis et avec la Chine. Elle est nécessaire pour l'Europe. Donc voilà, il faut qu'il ait un programme. Pour l'instant, on a franchement l'impression qu'il n'en a pas. Et une dernière question en une trentaine de secondes. Le chef de la diplomatie française est aujourd'hui au Liban. Nouvelle tournée de Stéphane Séjourné au Proche-Orient. Selon vous, Perrine, pour conclure cette page politique, est-ce que la France a encore une carte à jouer au Proche-Orient ? En tout cas, ils essayent de la jouer, puisqu'il y avait déjà des propositions qui avaient été faites au Liban, au Moyen-Orient, pour essayer d'avoir un cessez-le-feu à la frontière entre Israël et le Liban. Pour l'instant, ça n'a pas abouti, puisque le Hezbollah exige un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avant tout. Et là, ça dépend vraiment pas que de la France. On sait qu'il y a des émissaires égyptiens qui sont aujourd'hui en Israël pour essayer de négocier au moins dans un premier temps une trêve pour la libération des otages. Donc c'est d'abord ça qui va, à mon avis, plutôt aboutir. Merci beaucoup, Perrine Tarnaud de Public Sénat et Richard Verly de Blick. Merci pour vos analyses à tous les deux et à bientôt sur le plateau du 64.